Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode des mercredis. Donc, aujourd'hui, on va parler de propositions de consommateurs et de dossiers de crédit. Mais juste avant, je dois d'abord remercier les participants. Vous êtes nombreux. Encore aujourd'hui, on est plus d'une soixantaine sur le webinaire. On est rendu, imaginez, à 27 700 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous écoutez la vidéo aujourd'hui, vous pouvez le réécouter en différé sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui désirent recevoir le lien, donc si vous l'écoutez sur YouTube et vous aimeriez participer au moment où le webinaire est fait, eh bien, vous allez sur notre site afpf.ca, vous vous abonnez sur notre infolette et vous allez recevoir le lien de connexion. Donc, comme je dis, on est rendu à 27 700 abonnés. Imaginez, la chaîne, je l'ai ouverte sur YouTube en 2022, mais c'est seulement à compter de novembre dernier qu'on a commencé à enregistrer des vidéos et les mettre en ligne. Et en 6 mois, et de passer à 27 000 abonnés, c'est vraiment épatant. On a plus de 180 000 vues. On est à notre 12e vidéo aujourd'hui. Alors, je vous demanderais, likez nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne également, mettez des commentaires. Tout ça va nous aider, va favoriser les algorithmes. Alors, si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez les adresser dans le chat. Je vais y répondre. Si vous voulez poser des questions verbalement, à la fin, il y aura une période qui ne sera pas enregistrée sur YouTube. Alors, vous pourrez poser des questions en levant tout simplement la main en appuyant sur le petit icône destiné à cette fin. Et si bien les gens sur YouTube, vous désirez poser des questions, vous pouvez les envoyer par courriel à info@fpf.ca ou les inscrire dans la section commentaires. Nous serons avisés de votre question et nous y répondrons directement dans YouTube. Alors, on va commencer maintenant sans plus tarder. C'est un sujet qui sollicite beaucoup d'attention, hein, les propositions de consommateurs. C'est un mal expliqué dans le domaine du crédit, donc on va aller approfondir ça. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, l'Académie, on a été créé en 2020. C'est moi-même, Sylvain Paquette et Claudia Aubry, qui est aussi en cyberinvestigation dans notre entreprise. Donc, c'est ensemble que nous avons créé l'Académie pour répondre à un besoin criant dans le domaine des professionnels, puisqu'il y a peu ou pas de formation sur la fraude. Et autre chose aussi, notre désir était d'outiller les professionnels. Et pourquoi vous outiller? C'est que je me réfère souvent à une certaine citation du général Sun Tzu qui a écrit le livre L'art de la guerre au Moyen Âge. C'est un général chinois. Et dans ça, il y a une citation qui dit, si tu ne connais ni ton adversaire, ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, eh bien, à chaque fois, vous allez vous faire prendre dans leur filet. Donc, pour ces raisons-là, on a décidé de créer des formations qui sont accréditées par plusieurs ordres professionnels, notamment l'Autorité des marchés financiers, l'OASIC, le Barreau professionnel hypothécaire du Canada, donc, et bien d'autres. Alors, vous pouvez suivre des formations sur notre portail, obtenir des UFC, et même si vous êtes un consommateur, si vous êtes une entreprise, eh bien, vous pouvez quand même suivre ces formations-là. On a plusieurs sujets fort intéressants. Je vous invite à aller voir la section Nos formations dans notre catalogue là, sur notre site Web. Alors, qui je suis? Eh bien, Sylvain Paquette, je suis cofondateur de l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Je suis également vice-président pour l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit. Et cet institut canadien du crédit existe depuis 1928 au Canada. Donc, c'est un très vieux organisme, toujours très actif dans le domaine. Alors, moi, je m'occupe de la vice-présidence pour la section du Québec. Je suis aussi l'auteur du livre La face cachée des bureaux de crédit que vous pouvez vous procurer sur Amazon en anglais ou en français. Je suis aussi plusieurs parrains de plusieurs regroupements de victimes de fraude. Donc, si vous avez récemment suivi les nouvelles, eh bien, le fameux recours de compte Facebook là, fait par Marie-Claude Barrette, eh bien, c'est notre entreprise qui a rédigé le rapport d'expertise de fraude dans ce dossier. Je suis aussi porte-parole et consultant pour les médias d'information.
Je suis formateur reconnu par diverses associations professionnelles. Je suis également organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à chaque année. Je suis aussi membre de plusieurs organisations de sécurité, notamment l'ACFE, l'ACFCS, ACIS et CCFAG, qui est le Centre canadien francophone d'analyse géostratégique. Vous pouvez nous suivre également avec une autre émission que nous animons sur les ondes de CKVL, donc ckvl.fm. Vous pouvez écouter les émissions en différé. Donc, c'est Histoire de fraude. À tous les semaines, on anime une émission sur un sujet en lien avec la fraude. On raconte des histoires. Alors, je vous invite à nous suivre sur CKVL également. Donc, l'objectif des mercredis, pourquoi qu'on a créé ça? Eh bien, c'était pour aider les professionnels à parfaire leurs connaissances en matière de dossiers de crédit consommateur. Donc, ça va vous permettre de mieux servir vos clients et même nos vidéos, vous pouvez les partager parfois avec les clients. On a des vidéos sur les algorithmes de pointage, sur les impacts, c'est quoi d'être co-signataire sur un prêt, c'est quoi les impacts d'une rétrocession d'une propriété, sur les renseignements personnels. Donc, on a plus d'une dizaine de vidéos que vous pouvez écouter, partager. On vous invite à le faire. Donc, c'est vraiment un outil de plus pour vous. De plus aussi, vous serez mieux en mesure de protéger vos clients contre les personnes ou entreprises ou cliniques de crédit qui s'autoproclament experts et qui souvent vont charger des frais abusifs ou vont tout simplement aller à l'encontre de la loi. Alors ici, on donne les outils, puis pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, vous pouvez même suivre une formation sur comment apprendre à corriger vous-même les dossiers de crédit, faire en sorte que vos clients ne soient pas lancés dans les mains de n'importe qui. Alors aujourd'hui, on parle de propositions de consommateurs et dossiers de crédit. Donc, entrons dans le vif du sujet. Juste avant, je dois vous lire l'avis de non-responsabilité. Alors, cette formation n'est destinée que pour des fins éducatives seulement. Elle ne constitue en rien un avis juridique. Je ne suis pas avocat ni syndic autorisé en insolvabilité, quoique j'ai travaillé pour des syndics à titre de conseiller pendant plus de 13 ans. Toute utilisation non autorisée du contenu de cette formation est proscrite et peut entraîner des poursuites judiciaires. L'AFPF et ses partenaires se dégagent de toute responsabilité quant à l'information que vous aurez apprise dans cette formation et l'usage que vous en ferez. Donc aujourd'hui, on va voir la définition, c'est quoi une proposition, c'est quoi un syndic, les trois types de propositions, les dettes qui peuvent être incluses ou excluses d'une proposition, la responsabilité du consommateur lorsqu'il est libéré de sa proposition, qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre à jour son dossier de crédit, les conditions de réhabilitation, les procédures de rectification, ensuite la période de conservation de données, les interventions supplémentaires que le consommateur doit faire, l'impact sur le pointage et les conclusions. Donc, allons voir chacun de ces chapitres. D'abord, nous allons commencer avec les définitions. Donc, qu'est-ce qu'une proposition de consommateur? Eh bien, une proposition, c'est une offre qu'on fait à nos créanciers dans le but de régler nos dettes. Donc, ça peut être pour un montant forfaitaire. Généralement, ça peut jouer entre 25 et 30 du montant qui est dû. Mais encore là, ça dépend du nombre de créanciers, des montants qui sont dus, de l'équité et des actifs aussi que la personne possède. Donc, ça peut varier de 25-30 jusqu'à 100 du montant. Cette offre vous permet, par exemple, de rembourser vos dettes sur une période de temps plus longue ou plus courte, selon le cas, et sans intérêt. Elle peut vous permettre aussi de payer un montant moins élevé chaque mois et rembourser seulement une partie des dettes, donc sans intérêt, comme j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce qu'un syndic autorisé en insolvabilité? Eh bien, ici, on a la définition du bureau du surintendant des faillites. Donc, c'est un professionnel dont les activités sont réglementées par le gouvernement. Donc, le syndic, lui, c'est un peu un officier de la Cour qui représente la masse des créanciers et qui veille à l'application de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, c'est son travail et lui, il y a un organisme qui le surveille, qui est le bureau du surintendant des faillites. Donc, le syndic autorisé en insolvabilité est là pour accompagner les gens qui ont des difficultés financières et les entreprises également. Donc, on va voir qu'il y a trois types de propositions. Là, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont du milieu de l'insolvabilité, qui sont avec nous. Et là, ils se disent, comment ça, il y a trois types de propositions, il y en a juste deux. Eh bien, on va aller approfondir le sujet parce que, enfin, il y en a trois.
D'abord, il y a ce qu'on appelle la division 1, ce qu'on appelle le concordat. Ça, c'est moins courant comme proposition. Et pour se classer dans ce type de proposition-là, eh bien, il faut avoir plus de 250 000 de dette non garantie. Ça prend 21 jours pour être accepté par les créanciers. Et évidemment, une division 1, là, c'est fait par un syndic autorisé en insolvabilité. Ça prend la majorité en nombre, donc 66 et 2 tiers de ceux qui sont en valeur, donc qui votent. Et si c'est refusé, eh bien, c'est une faillite automatique à ce moment-là. Donc, le concordat, c'est moins courant. On en voit quelques-uns. C'est quand les gens ont vraiment plus de 250 000 de dette. Par contre, dans la division 2, ça, c'est ce qu'on voit le plus courant. Donc, c'est moins de 250 000 de dette non garantie, excluant la résidence familiale. Donc, si la personne elle a une résidence familiale puis elle a une autre immeuble, eh bien, automatiquement, l'autre immeuble, le montant de l'hypothèque va faire en sorte qu'elle va se classer dans une division 1. Donc, la proposition de consommateur, c'est plus pour les gens qui sont propriétaires d'une propriété unifamiliale. 45 jours de délai avant d'être accepté par les créanciers et ça prend un vote majoritaire en faveur pour acceptation. Et les créanciers qui ne voteront pas ou qui ne répondront pas vont être réputés avoir accepté la proposition. Donc, généralement, lorsque c'est bien présenté, la majorité des syndics font un excellent travail là-dedans. Bien, dans 90 des cas, on peut dire que ça va passer. Il peut y avoir une petite négociation. Les prêteurs, là, en fait, les créanciers peuvent demander un montant forfaitaire ou un petit peu plus élevé, des fois certaines conditions. Mais généralement, la proposition de consommateur, c'est un bon moyen de consolider des dettes. Ensuite, proposition informelle, eh bien, ça peut se faire par le biais d'un avocat ou d'un commerçant de règlement de dette ou d'un organisme de conseil en crédit. Ici, au Québec, on n'en a pas vraiment, mais dans l'Ouest canadien, il y a plusieurs organismes qui vont le faire. Ce sont des organismes qui sont chapeautés par l'Institut canadien des banquiers. Et ce qu'ils vont proposer aux clients à ce moment-là, c'est de régler leur dette à 100 de la valeur, mais en enlevant la portion d'intérêt. Donc, si la personne doit, un exemple, 20 000 de carte de crédit, ils vont prendre le 20 000, vont le diviser sur 5 ans et ça va avoir cependant le même impact qu'une proposition là, sur le dossier de crédit. La personne va devoir fournir un bilan assermenté avec ses actifs passifs et bref, son budget. Alors, c'est moins courant cette pratique-là, mais ça existe un peu plus dans l'Ouest canadien et dans les provinces maritimes. Cependant, parfois, il peut être, si on a plus de créanciers, ça peut être plus avantageux de faire affaire avec un syndic à ce moment-là. Donc, les durées d'une procédure d'insolvabilité. Généralement, on entend que les faillites vont durer 9 mois et que ça va rester 6 ans sur le dossier de crédit. Il y a un tableau, ce qu'on appelle l'annexe A du Bureau du surintendant des faillites, qui détermine le revenu minimum auquel un failli peut se classer selon le nombre de personnes qui habitent dans l'unité familiale. Donc, et là, s'il y a des revenus excédentaires, eh bien, à ce moment-là, la faillite peut être prolongée jusqu'à 21 mois et le paiement peut changer. Mais en principe, une faillite de 9 mois, il va y avoir une libération automatique après le 9 mois et ça va rester sur le dossier de crédit 6 ans dans le cas d'Equifax et 7 ans dans le cas de TransUnion. Dans le cas d'une faillite de 21 mois, eh bien, le consommateur va payer pendant 21 mois ou au bout de 21 mois, va être libéré et ça va rester 6 ans supplémentaires. Donc, on va parler, ça va aller jusqu'à 8 ans, en fait, comme impact sur le dossier de crédit. Donc, rendu là, ça peut être peut-être plus avantageux de faire une proposition. Bref, c'est des choses qui sont à ce moment-là à être analysées par le syndic. Ensuite, la proposition de consommateur, généralement, va durer 5 ans. Toutefois, il y a des gens qui vont payer par anticipation la proposition, ils peuvent la payer en 1 an, en 2 ans, et à ce moment-là, ça va rester 3 ans à partir du remboursement intégral de la proposition. Les faillites successives, donc deuxième, troisième et quatrième faillite, on parle de 14 ans de libération. Le temps avant, excusez, le 14 ans après la libération, pas 14 ans avant d'être libéré. Donc, avant d'être libéré, ça peut prendre de 24 à 36 mois, dépendamment du district judiciaire où vous habitez. Et ensuite, ça va rester 14 ans sur le dossier de crédit. Si le consommateur a fait une première faillite à l'intérieur d'un délai de 14 ans
suite à la deuxième, eh bien, ça va faire apparaître la première faillite également sur le dossier de crédit. Le concordat, c'est la même chose que la proposition de consommateur et la proposition échouée, c'est-à-dire que le consommateur a tout simplement n'a pas fait, omis de faire plus de 3 paiements. À ce moment-là, la proposition, elle est échouée et les dettes reprennent vie. Donc, il n'y a plus de prescription extinctive. En fait, la prescription extinctive reprend à partir de là, le fameux 3 ans pour poursuivre. Donc, c'est assez risqué là, de ne pas payer son syndic et d'échouer une proposition. Parfois, il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils vont ensuite aller en faillite. Maintenant, les dettes qui peuvent être incluses et excluses dans une proposition. Et ça, c'est important parce que sur le dossier de crédit, une fois que la personne va être libérée, il faut savoir lesquelles dettes qu'on peut corriger, lesquelles qui ne seront pas admissibles à une correction. Donc, les dettes qui peuvent être incluses dans une proposition, eh bien, on a les soldes de carte de crédit, évidemment, les marges de crédit, les prêts personnels, les dettes relatives à l'impôt sur le revenu. Tout ça, ça peut être inclus dans une proposition. Mais attention, si l'Agence du revenu a déposé une hypothèque légale sur la propriété, à ce moment-là, ça devient une créance privilégiée. Donc, ça passe d'une créance ordinaire à une créance privilégiée. Et à ce moment-là, cette dette-là ne peut pas être incluse dans la proposition puisqu'elle est garantie par une hypothèque, à moins que la personne remette les clés de sa maison à la banque. À ce moment-là, la dette va suivre et va entrer dans la proposition, mais sinon, elle ne rentrera pas. Les dettes envers les agences de recouvrement, ça passe automatiquement dans une proposition. Les dettes d'études à certaines conditions, les pertes liées à la rétrocession d'un bien. Par exemple, vous remettez un véhicule, le toit convertible était déchiré, il y a des dommages sur le véhicule ou du kilométrage excédentaire, bien, tout ça, ça va passer également dans la proposition. Les dettes fiscales imputables à la responsabilité d'un cautionnement d'un administrateur. Donc, par exemple, le consommateur avait une entreprise, il devait des TPS, TVQ, il avait signé un prêt, par exemple, pour la BDC ou pour une carte de crédit. Eh bien, en tant qu'administrateur, sa responsabilité, son cautionnement face à ces dettes-là peuvent être inclus dans la proposition. Toutefois, si la compagnie n'est pas mise en faillite, eh bien, les dettes vont rester quand même en vie, même s'il a passé dans sa proposition personnelle. Les dettes, la compagnie, si elle n'a pas fait faillite, elle va rester en vie et les institutions financières vont quand même continuer à poursuivre la compagnie. Donc, bien important, dans le cas où c'est fait, c'est préférable de mettre l'entreprise en faillite, sinon les dettes vont rester quand même en vie. Ensuite, les dettes qui ne peuvent être incluses dans une proposition, puis on parle de pension alimentaire, tout ce qui découle d'une amende, d'une pénalité ou d'une ordonnance de restituer ou d'une autre pénalité semblable imposée par un tribunal. Donc ça ne peut pas être inclus dans une proposition. Qui découle d'un procès en responsabilité civile pour agression sexuelle ou voie de fait causant des lésions, ça non plus, ça ne passe pas dans une proposition qui proviennent d'une fraude, d'une fausse déclaration ou d'un acte illégaux. Ça non plus, ça ne passe pas dans une fraude. Lié à l'argent qu'un créancier n'a pu obtenir parce que vous n'avez pas révélé son existence au syndic. Par exemple, le client dépose une proposition de consommateur, il y avait une carte Capital One, il ne l'a pas déclarée. Et là, 5 mois plus tard, il décide de vouloir l'inclure dedans. Il ne peut pas le faire parce que ça n'a pas été inclus au départ. Et lié à un prêt étudiant, si vous avez cessé de fréquenter l'école depuis 7 ans, bien là, à ce moment-là, un juge peut exceptionnellement ramener cette période à 5 ans. Et bref, dans matière de proposition là, pour les prêts étudiants, je vous recommande à ce moment-là de consulter un syndic. Il y a certaines dispositions, là, si je me trompe, on pourra me corriger, mais je crois qu'il y a certaines sommes qui peuvent être incluses, d'autres que non. Donc, je vous invite à consulter un syndic pour plus de détails à ce sujet-là. Donc, la responsabilité du consommateur. Techniquement, lorsque quelqu'un est libéré d'une proposition, il serait censé communiquer, faire venir une copie de son dossier de crédit et procéder à des rectifications, donc des corrections immédiatement. Mais la majorité des gens l'ignorent. Et sachez que ce n'est pas la responsabilité du syndic de faire ça. Souvent, les institutions financières ou des courtiers ou des concessionnaires vont dire: Ah, allez voir votre syndic, c'est à lui à corriger ça. Non.
Cette responsabilité-là n'appartient pas au syndic. En fait, ce sont les fournisseurs de crédit qui, sur un ruban, rapportent de l'information auprès de l'institution financière, donc, euh, excusez-moi, auprès de l'agence de crédit. Donc, je répète, ce sont les fournisseurs de crédit qui sont les institutions financières qui rapportent auprès d'Equifax et TransUnion sur un ruban. C'est à eux à mettre à jour l'information, ce n'est pas la responsabilité du syndic. Ça, c'est bien important de le dire parce que malheureusement, les syndics se font casser les oreilles avec ça. Ils se font accuser à tort et ce n'est pas leur responsabilité. Donc, pourquoi qu'un consommateur devrait réhabiliter son dossier au moment où il est libéré de sa proposition? Bien, en prévision de l'achat d'un immeuble, hein, il est mieux de se préparer. Il ne faut pas attendre la dernière minute au moment où il fait une offre d'achat, dire, ah, mais là, il faudrait que je rétablisse mon crédit. Non, c'est une action qui doit commencer tout de suite le premier jour de la libération. Ça peut être en prévision d'un démarrage d'entreprise aussi. Ça peut être pour l'obtention d'une carte de crédit sans dépôt de sécurité pour augmenter ses chances d'obtenir certains types d'emplois où, dans les critères, on va exiger que le dossier de crédit soit impeccable, pour réduire les primes d'assurance auto et habitation. Et oui, on paye plus cher lorsqu'on a fait l'objet d'une proposition ou d'une faillite parce qu'on est jugé plus à risque pour obtenir des meilleures conditions bancaires. Donc, par exemple, des transits plus élevés sur les comptes de dépôt, les fonds qui ne sont pas gelés au moment de dépôt ou de retrait. Pour l'allocation d'un logement, aujourd'hui, surtout avec la crise du logement, c'est primordial. Et même pour avoir un téléphone cellulaire, c'est bon d'avoir un bon dossier de crédit. Maintenant, il y a une statistique qui a démontré que, et ça vient du Public Interest Research Group, qui est une association panaméricaine, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, qui démontre que 79 des dossiers de crédit ont des erreurs dedans. Bon, de ces erreurs-là, de ce 79 %-là, il y en a 25 qui conduisent à des refus systématiques. Donc, si on s'entend, quelqu'un qui a un pointage de 820, qui aurait dû avoir 840, ça ne fera pas grande différence pour l'obtention d'un prêt hypothécaire ou d'un prêt automobile. Mais s'il aurait dû avoir 690 et il y a 620, ça va faire une différence. C'est là que c'est tout important. Et en matière de dossier d'insolvabilité, le taux d'erreur passe à 99 %. Donc, on va voir pourquoi il y a autant d'erreurs sur ces dossiers-là. On va y arriver dans quelques instants. Donc, une fois l'obtention du certificat de remboursement intégral obtenu du syndic, le client doit mettre à jour son dossier de crédit, changer les cotes 9 en cotes 7. On va le voir tantôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une cote 9? Ça veut dire que c'est passé au profit et pertes ou en faillite ou en proposition. Il doit changer ça avec la cote 7. La cote 9, elle, va rester 6 ans sur le dossier de crédit, alors que la cote 7, elle, va rester 3 ans seulement. Il faut faire ajouter la mention inclus dans la proposition à tous les comptes qui ont fait l'objet de la proposition. Il faut s'assurer que les comptes soient mis à zéro et s'assurer aussi de mettre à jour les archives publiques. Donc, tout ce qui est en lien avec la libération de la proposition, ça doit être indiqué. Et s'il y a des agences de recouvrement qui apparaissent, il faut qu'il y ait aussi la mention inclus dans le propos. Même chose pour les jugements aussi. Donc, il y a quand même un travail important à faire et malheureusement, les consommateurs ne sont pas au courant de ça, ils ne le savent pas et ils se font jouer des tours avec ça. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la proposition disparaît 3 ans plus tard, mais les comptes classés neufs, eux, restent là. Et les jugements restent là et ça empêche les gens de pouvoir se rétablir correctement. Donc, qu'est-ce qui cause les erreurs sur les dossiers de crédit? La première source, c'est les consommateurs eux-mêmes. Et là, souvent, les gens sont surpris quand je dis ça. Ce n'est pas toujours la faute à Equifax et TransUnion. Souvenez-vous qu'Equifax et TransUnion, ce sont des perroquets qui répètent et qui redistribuent l'information que les fournisseurs de crédit, les consommateurs et les bases de données nationales leur donnent. Donc, eux, là, c'est plutôt rare qu'ils vont commettre des erreurs. Donc, la première source, les consommateurs. Donc, je vous donne un exemple. Supposons qu'à l'âge de 16 ans, à l'âge de 18 ans, là, vous êtes encore étudiant, vous êtes rendu à l'université, par exemple, vous demandez une carte Visa TD. Donc, vous faites application, vous travaillez chez des Escompte Couche-Tard, vous marquez ça dans votre application, vous gagnez 16 000 par année, vous êtes étudiant, la carte est approuvée. Donc, une fois que la carte est approuvée, Visa TD, à tous les mois, vont rapporter via le ruban
l'état du compte, donc le solde, l'historique de paiement et tout ça. Donc, ça va être rapporté comme ça. Et là, quelques mois plus tard, là, finalement, vous quittez l'école, vous trouvez un emploi, vous commencez à travailler chez Bombardier. Et au moment où vous commencez à travailler chez Bombardier, vous demandez pour un prêt auto. Et là, vous rentrez comme information auprès du prêteur automobile. Donc, vous rentrez que vous avez commencé un emploi chez Bombardier, puis vous gagnez 40 000 par année. Alors là, qu'est-ce qui se produit à chaque mois? Là, on a deux fournisseurs de crédit qui rapportent sur le ruban deux informations différentes. Donc, Visa TD qui rapporte que vous êtes chez Dépenses Escompte Couche-Tard, puis Banque Scotia qui rapporte que vous êtes chez Bombardier. Et là, un an après, là, vous contractez, vous achetez une maison, vous faites un prêt pour des meubles, par exemple, et là, vous êtes rendu finalement chez Pratt Whitney, vous gagnez 80 000. Et là, sur le ruban, eh bien, c'est encore une autre information qui est rapportée. Ce qui est très important, et ça, c'est la première source d'erreur, c'est que c'est la responsabilité du consommateur de mettre à jour ces informations auprès de ses fournisseurs de crédit. Donc, si vous changez d'emploi, vous devez appeler vos fournisseurs, les aviser. Voici, j'ai changé d'emploi, voici ma nouvelle rémunération, mon nouveau salaire. Bon, ça peut être contraignant pour certains qui changent de situation, qui baissent de niveau salarial, mais c'est notre responsabilité auprès de nos créanciers dans lesquels on s'est engagé que si notre situation financière changeait, on est dans l'obligation d'informer les prêteurs. Donc ça, là, c'est la première source d'erreur qu'on trouve sur les dossiers de crédit. La deuxième, c'est les créanciers. Donc, il y a des créanciers qui permettent de mettre à jour les comptes des débiteurs. Donc, par exemple, la personne a un prêt avec Mercedes Crédit, c'est un prêt conjoint. Et là, il décide de changer de véhicule. Donc, sur le dossier du signataire principal du compte, le dossier est mis à jour, le solde du prêt est mis à zéro, mais pas sur le co-signataire. Donc, ça, c'est des cas qu'on voit souvent. Ça n'arrive pas seulement avec Mercedes Crédit, ça arrive avec tous les prêteurs. Ça peut être aussi, par exemple, un compte qui est acquitté, qui n'est pas mis à jour, qui a encore un solde restant. Il y a plein d'erreurs comme ça qui sont faites par les fournisseurs de crédit. On en voit des tonnes et des tonnes et ça va effectivement affecter l'algorithme de pointage. Il y a les bases de données publiques où est-ce que les jugements, les faillites, les propositions, les brefs de saisie, bien ça, il arrive souvent que ce n'est pas à jour. Donc, il peut y avoir un jugement qui a été payé et à ce moment-là, ça va affecter le pointage. Les sous-traitants. Bon, il faut savoir, lorsque une institution financière reçoit un dossier d'insolvabilité, ils vont le sous-traiter à des compagnies comme FCT Solutions, Bankruptcy Highway ou même Balbec. Donc, il y a plusieurs sous-traitants qui vont gérer les dossiers d'insolvabilité pour des institutions financières puisqu'ils ne font pas ça à l'interne. Et quand ça se produit, c'est que l'institution financière perd un peu la trace du dossier, ce qui s'ensuit, et va inscrire par défaut sur le ruban que le client a fait faillite, a fait une proposition, que c'est R9, ou ils ne viendront pas corriger l'information. Et ça, là, c'est la première source d'erreur dans les dossiers d'insolvabilité. Ça vient des sous-traitants. Ensuite, l'utilisateur de la plateforme, donc les courtiers, les concessionnaires, les marchands, lorsqu'ils vont accéder à la plateforme, vont faire des fautes de frappe dans le nom ou dans l'adresse, et ça aussi, ça va créer des erreurs. Il y a la fraude et le vol d'identité. Eh bien, aujourd'hui, le vol d'identité, là, c'est un fléau mondial. Eh bien, il y a des gens souvent qui se font usurper leur identité. On voit, par exemple, un compte Mastercard de 15 000 qui apparaît sur le dossier de crédit. La personne n'est jamais informée ou au moment où elle arrive à son refinancement, elle veut changer de banque, aller chercher un montant pour, par exemple, faire des rénovations dans la propriété et découvre qu'elle a une carte avec un jugement qu'elle doit 15 000 sur son dossier de crédit. Personne ne l'a avisé. Bien, ça, c'est une surprise malheureusement qui arrive. Ou même aussi des fois, on voit des cas où des informations sont en doublon ou sont rapportées sur le mauvais dossier de crédit parce que la personne, tu sais, s'appelle un exemple Pierre Tremblay. Bien, il y a plusieurs Pierre Tremblay qui restent sur des rues similaires ou des adresses similaires et là, ça va mêler les données dans le dossier de crédit.
Il y a les jugements qui ne sont pas à jour, souvent qu'on voit sur les dossiers de crédit. Les agences de recouvrement, souvent lorsque le syndic va aviser le prêteur que le client est en proposition, eh bien, ce dernier n'avisera pas l'agence de collection qui a été mandatée pour courir après le client. Alors, souvent, les agences de recouvrement vont apparaître après, pendant la libération, en fait, pendant la proposition ou même après le remboursement de la proposition. Et ça va plomber les chances de rétablir le crédit parce que ça va être considéré comme des sommes qui sont dues après un défaut majeur, tel une proposition ou une faillite. Donc, bien important, il faut que ces comptes-là soient vérifiés avec la liste des créanciers qui est inclus dans la proposition, ce qu'on appelle le formulaire 79. Et là, quand on voit ça, eh bien, on peut corriger l'information puis dire non, non, cette agence de recouvrement-là, c'est inclus dans la proposition. Les classements des comptes, eh bien, ça, c'est le gros problème. Il faut que les comptes R9 soient changés avec la cote R7, mais ça peut être fait seulement au moment de la libération. On ne peut pas faire ça pendant que la proposition est en cours, puisqu'à tout moment, le débiteur euh, peut échouer sa proposition et à ce moment-là, les comptes vont rester R9. Là, j'entends des courtiers qui se disent dans leur tête, oui, mais j'ai sorti des dossiers de crédit de gens qui étaient en proposition puis c'était marqué R7. Bon, oui, il y a des fournisseurs de crédit qui vont quand même le marquer, mais légalement, là, dans les pratiques et coutumes d'Equifax et TransUnion, c'est après la proposition que ça va être noté. Donc, les libérations, souvent, ne sont pas inscrites. Les commentaires au compte, souvent, ça va être inscrit, inclus dans la faillite, alors que c'est une proposition. Donc, ça, il faut que ça soit corrigé. Et les soldes doivent toujours être remis à zéro parce que s'il y a des soldes restants, ça va affecter l'utilisation du crédit et ça va, par conséquent, affecter l'algorithme de pointage. Donc, c'est bien important que les soldes soient à zéro. Donc, les classifications, le type de compte, hein, on a vu, on avait un mercredi là-dessus là, qui explique les comptes ROIMCL. Eh bien, il faut savoir que tous les comptes qui ont une cote haute que la cote 7, donc si par exemple le client, si c'est un 1, là, c'est parfait, ça veut dire que c'est payé comme convenu. Si c'est 0, ça veut dire que ça vient juste d'être approuvé. Mais si c'est des comptes qui sont antérieurs à la date du dépôt de la proposition, et qu'il y a une cote 3, 4, 5, 7, 8 ou 9, eh bien, il faut les faire changer pour qu'il y ait la cote 7. Ça, c'est bien important parce que si on ne les change pas, ils vont continuer d'affecter l'algorithme. Et au moment où le client va vouloir rétablir son crédit, même s'il va chercher des nouveaux prêts, une nouvelle carte de crédit, son pointage va toujours rester en bas de 600, puis il n'arrivera pas à remonter. Alors ça, c'est bien important que ces informations-là soient mises à jour. Donc, les questions qu'il faut se poser, que le consommateur doit se poser lorsqu'il regarde son dossier de crédit après qu'il ait été libéré, bien, est-ce que la dette est vraiment incluse dans la proposition? Quand la dette a été contractée, parce que si c'est une dette qui a été contractée après le dépôt de la propos, là, ça ne peut pas être inclus dans la proposition. Est-ce que la dette est libérable? Est-ce que c'est une dette qui fait l'objet d'une exclusion en vertu de l'article 178? Donc, il y a plusieurs exclusions. Vous pouvez aller voir l'article 178. Est-ce qu'il y a un co-signataire sur ce compte? Parce qu'encore là, la personne qui a fait la proposition peut avoir mis sa responsabilité dans la proposition, mais peut aussi avoir continué d'honorer cette dette-là, puisqu'il y a un co-signataire dessus. Le débiteur a-t-il remboursé sa proposition? Bien important. On ne peut pas faire de changement de cote R9 à R7 ou I9 à I7 ou autre avant que le client soit libéré. Et est-ce une dette provenant d'une faillite commerciale? Mais c'est important à ce moment-là qu'il y ait la mention inclus dans la proposition, puisque ces dettes-là vont tomber en cascade sur le dossier de crédit du débiteur. Donc, les conditions de réhabilitation maintenant. Donc, on va voir les standards de l'industrie bancaire en termes de réhabilitation d'un dossier de crédit. Qu'est-ce que les institutions s'attendent de voir? Donc, la première chose, excusez-moi, on va fermer le téléphone. Donc, la première chose qu'ils vont exiger, c'est qu'il y ait au moins 24 mois de libération après la proposition ou un dérogatoire ou une faillite. Un dérogatoire, on parle d'une cote 3, R3 et plus, là. Donc,
Avant, on veut voir qu'il y a eu une stabilité qui s'est placée, que le client est retombé sur ses pieds et qu'il a pu également rétablir son crédit. Donc, je sais qu'il y a des prêteurs B dans l'hypothèque ou dans l'automobile qui, en deuxième chance au crédit, au jour 1 de la libération, vont permettre d'obtenir du crédit. Mais ici, on parle des standards de la catégorie A, là, donc du crédit régulier. Ils vont exiger qu'il y ait deux comptes de crédit actifs depuis un minimum de 24 mois, avec au moins, il faut que ce soit au moins un des deux comptes soit une carte de crédit. Alors ça, c'est bien important. Deux inscriptions de crédit actives avec un minimum de 24 mois d'expérience. Faut que ça soit, faut que les deux comptes totalisent entre 3 500 et 5 000 de crédit actif et au moins un des deux comptes soit une carte de crédit avec une limite de 1 500. Bon, je sais là, qu'il est facile d'obtenir une carte de crédit de 300 là, avec Capital One, c'est pas suffisant. Par contre, ça peut être un bon départ puisque au fil du temps, ils vont augmenter la limite du client. Mais les prêteurs vont exiger qu'il y ait au moins 24 mois de limite de crédit obtenue de 1 500. Donc, ça va juste être un petit peu plus long si on passe par cette voie-là. Maintenant, pour avoir la liste des créanciers qui sont favorables, des instruments de crédit également qui sont favorables à la réhabilitation, bien ça, on va en parler à la fin. Euh, donc, minimum 3 500 à 5 000, ça peut être un prêt REER, un prêt auto, une carte de crédit. Tout ça peut être mêlé ensemble, mais sachez que les comptes de cellulaire et les prêts hypothécaires qui sont rapportés sur le dossier de crédit ne compteront pas comme du crédit rétabli, là. Donc, les prêteurs vont s'appuyer sur des comptes de type R, I et C et L. Aussi, une autre condition, c'est une seule faillite antérieure supérieure à 50 000 Donc, quelqu'un qui a fait une faillite pour 10 000, c'est très mal vu. Ironiquement, quelqu'un qui va avoir fait une faillite d'1 million, 2 millions, ou même dans les 450 ou 200, ou même 200 000, ça va mieux paraître puisque ça va démontrer que la personne avait un train de vie qui allait avec ça, mais aussi que euh, c'est vraiment un cas de dernier recours. Quand c'est en bas de 50 000, là, c'est perçu comme quelqu'un qui manque de discernement ou de jugement, puisqu'il y a plein de moyens qu'on peut faire. On peut utiliser un dépôt volontaire, de la proposition informelle, on peut consolider, faire une proposition. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour quand même arriver à régler nos dettes. Donc, les faillites antérieures à 50 000, c'est très mal vu et c'est beaucoup plus difficile de réhabiliter le dossier de crédit. Les prêteurs vont être plus frileux. Donc, c'est plus favorable d'avoir une faillite supérieure à 50 000. Ensuite, aucun compte dérogatoire pendant ou après le remboursement intégral d'une proposition de consommateur. Bien important, pendant la période de réhabilitation, il ne faut pas qu'il y ait rien de négatif. Ça prend un dossier de crédit à jour exact et de fait. Pas d'erreur, pas d'alerte de fraude. Bon, ça, là, c'est une problématique qu'on a vue longtemps parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui disaient, venez, on va rétablir votre crédit, on va vous vendre une voiture. Le problème, c'est qu'il y a deux étapes dans la réhabilitation d'un dossier de crédit. Il faut d'abord corriger les erreurs et ensuite aller chercher des nouveaux instruments de crédit pour démontrer aux futurs prêteurs que il y a des gens qui ont accepté, ils ont des fournisseurs de crédit qui ont accepté de faire confiance aux débiteurs. Donc, ça, c'était une problématique puisque les concessionnaires ne corrigeaient pas le dossier. Et là, qu'est-ce qui se produit? Et là, je vais parler de quelque chose que plusieurs d'entre vous avez vu. Souvent, vous voyez un client, vous sortez le dossier de crédit, il a fait une proposition, il y a un prêt au taux de 30 000 qui est bien payé depuis 2 ans, une carte de crédit Capital One de 4 000 qui est à zéro et son score est toujours à 580. Pourquoi son score n'est pas monté? C'est que les corrections, donc toutes les R9 n'ont pas été changées en R7, il y a des soldes qui ne sont pas à zéro, puis il y a des mentions qui ne sont pas marquées incluses dans la proposition, fait que les dettes euh, sont encore considérées comme dues. Donc tout ça affecte l'algorithme et empêche le client de pouvoir se rétablir. Alors bien important, on corrige les erreurs. Ensuite, on rajoute des nouveaux instruments de crédit. Si on ne fait pas ça, c'est comme rajouter de l'eau dans de la soupe qui goûte le brûlé. Elle va continuer de goûter le brûlé. Alors, bien important, il faut faire ces deux étapes-là. Et s'il y a une alerte de fraude aussi qui apparaît sur le dossier de crédit,
ça va être plus difficile parce que le prêteur va à ce moment-là être plus sévère, il va avoir peur que ce soit quelque chose de frauduleux ou que la demande n'est pas légitime. Donc, souvent, ils vont demander beaucoup plus de documents, ils vont vouloir valider plus d'informations. Et il y en a aussi qui sont carrément frileux, qui vont, dès qu'ils vont voir l'alerte de fraude, ils ne voudront pas aller là. Pas de fiches de crédit multiples en présence dans les bases de données des agences d'évaluation de crédit. Souvent, lorsque des professionnels, des marchands vont faire une demande d'accès au dossier de crédit ou qu'un consommateur va faire une demande de crédit en ligne, par exemple, et qui n'inscrit pas correctement son prénom, et qui fait la demande des fois sans numéro d'assurance sociale, eh bien, ça peut créer des fiches de crédit multiples dans les bases de données. Donc, la même personne peut avoir plusieurs dossiers de crédit. Et dès qu'un prêteur voit ça, parce que ça va être indiqué là, dans les alias, dans la section des archives, dans la section là, qui précède les archives publiques du dossier de crédit, ou ce que l'identification du consommateur, ça va être inscrit qu'il y a plusieurs alias. Et quand il y a des petits X à côté des alias, ça veut dire qu'il y a déjà eu des fiches de crédit multiples sur le même nom. Et ça, là, ça refroidit les prêteurs parce qu'ils suspectent un risque de fraude accru. Alors, à ce moment-là, ils ne vont pas considérer le dossier, ils vont tout simplement le refuser parce que ça se pourrait que sur un autre dossier de crédit, qu'il y ait une deuxième faillite qui apparaisse là ou d'autres informations dérogatoires. Donc, les prêteurs, à ce moment-là, lorsqu'ils voient des fiches de crédit multiples, eh bien, ils vont être plus frileux. Bon, comment est-ce qu'on peut regrouper les fiches de crédit multiples? Eh bien, les courtiers hypothécaires ont accès, et ça, c'est seulement dans le cas dans le but de l'éventualité de conclure un prêt hypothécaire. Ils ne peuvent pas faire ça pour un chum ou pour un client pris au hasard. Ils peuvent demander auprès de l'administrateur Equifax de joindre deux comptes, là, de joindre les fiches ensemble à ce moment-là. Et là, Equifax va le faire. Le client peut le faire lui-même aussi par une demande de rectification, si on l'apprend dans le cours sur la correction des dossiers de crédit. Donc, c'est quelque chose que le client peut faire lui-même aussi. Mais idéalement, il ne faut pas avoir de fiches de crédit multiples. Et un autre indice, on va retrouver ça souvent avec des gens qui ont des prénoms, noms de famille multiples. Ne pas faire de demande auprès d'institutions financières avec qui le débiteur a été en défaut dans le passé. Donc, si le client il a déjà fait une faillite en 98 et là, en 2018, il a fait une proposition de consommateur, eh bien, là, vous vous apprêtez à le soumettre dans une institution financière. Posez-lui la question ou demandez le formulaire 79 de la proposition puis de la faillite de 1998 pour être sûr que vous ne l'envoyez pas dans une banque qui a déjà été inclue dans une faillite ou une proposition. Il y a certaines institutions qui vont refuser de le faire, même 20 ans après, ils ne voudront pas le considérer. Et il y a deux institutions aussi, comme la Banque Royale et la Banque Scotia, qui ne voudront considérer en aucun temps un dossier de faillite ou de proposition qui apparaît toujours sur le dossier de crédit. On dit aussi privilégier l'épargne, car cela démontre une volonté et un sens de la responsabilité et de l'engagement. Donc, l'épargne n'est pas rapportée sur le dossier de crédit, donc ça n'aura aucune influence. Toutefois, si le client a fait des prêts REER auprès d'une institution financière, eh bien, ces derniers vont être rapportés sur le dossier de crédit. Donc, ça, c'est le côté positif. Mais sinon, si c'est de l'épargne, ça n'aura pas d'impact sur le dossier de crédit. Toutefois, lorsque le client va faire une demande de prêt hypothécaire auprès d'une institution, eh bien, ça va être pris en considération parce que l'engagement le plus difficile à prendre, c'est toujours celui envers soi-même. Demander à des gens là, qui font un régime ou qui vont s'entraîner dans un gym, c'est un engagement qui demande beaucoup. Donc, c'est le même principe ici. Si le client peut s'engager envers lui-même à mettre de l'argent de côté, ça démontre je dirais déjà, un bon portrait pour un futur prêt. Maintenant, on va voir les procédures de rectification. Donc, comment on peut rectifier l'information auprès des agences de crédit. Donc, mise à jour à effectuer sur le dossier de crédit après le remboursement de la proposition. Donc, une fois que c'est payé, bien, c'est de faire parvenir la copie du remboursement, du certificat de remboursement intégral de la proposition et demander à ce que les créanciers mettent à jour le dossier de crédit avec les soldes à zéro, la cote 7
pour tous les créanciers qui ont été inclus dans la proposition et la mention inclus dans la proposition. Ça, là, c'est très important. Malheureusement, il y a très peu de gens qui le font. Ils ne sont pas au courant, ce n'est pas publicisé nulle part. Il faut consulter des experts pour le savoir. Et comme maintenant, avec nos formations sur les mercredis, vous êtes en train de devenir des experts, eh bien, vous pourrez transmettre la bonne nouvelle, hein, transmettre l'Évangile, l'Évangile selon Sylvain Paquette sur le crédit. Vous pourrez transmettre la bonne nouvelle et leur enseigner comment faire. Donc, comment est-ce qu'on peut changer l'état d'une proposition et aussi des fournisseurs de crédit sur un dossier de crédit? Il y a trois façons de le faire. D'abord, il y a par une demande de rectification. Ça, c'est fait en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est une demande avec recours, c'est-à-dire que si l'institution financière ou l'agence d'évaluation de crédit refuse de faire la rectification, eh bien, à ce moment-là, la commission d'accès à l'information, qui est le tribunal qui a juridiction en la matière, c'est eux qui vont prendre en charge le dossier avec leur avocat et tenter de régler le problème. Pour comprendre et connaître comment ça se fait, on a un cours là-dessus, je vous en parle à la fin, parce que c'est quand même, c'est simple, mais à la fois, il y a plusieurs connaissances qu'il faut acquérir pour être capable de bien faire ce travail-là. Le consommateur peut le faire lui-même aussi en suivant notre formation également. Le courtier hypothécaire peut faire ces correctifs-là en utilisant son formulaire d'Equifax pour courtier hypothécaire. Donc, évidemment, ce formulaire-là ne peut servir que pour de la mise à jour d'informations. Le courtier ne peut pas s'en servir pour contester une information, mais seulement pour mettre à jour. Donc, il peut utiliser son formulaire, joindre avec ça une copie de l'avis de proposition avec le formulaire 79 et demander que tous les créanciers suivants soient mis avec la cote 7 et la mention inclue dans la proposition de consommateur. Donc, c'est un bon moyen de le faire. Ça va se faire en à peine 2 semaines et c'est un bon moyen pour rectifier le problème. Ensuite, le consommateur peut le faire lui-même en utilisant les formulaires de mise à jour des agents d'évaluation de crédit sur le site d'Equifax ou TransUnion. Oui, en passant, il n'y a pas de formulaire pour les courtiers pour TransUnion. Donc, TransUnion, là, il faut vraiment prendre le formulaire destiné là, pour les consommateurs sur leur site. Il n'y a que le consommateur ou un avocat qui peut mettre à jour son dossier de crédit. Donc, et malheureusement, ce mode opératoire-là, ce service-là n'est pas très fiable puisque souvent les consommateurs ne savent pas comment bien le remplir, ils ne connaissent pas le jargon du crédit, ils écrivent à peu près n'importe quoi, ils demandent d'enlever les R9, ils ne comprennent pas ce qu'ils font et souvent il n'y a pas de résultat. Donc, ça, c'est un problème, là. Donc, les consommateurs, c'est bien important de faire appel à ce moment-là au service d'un professionnel, tel un courtier hypothécaire ou même un avocat ou quelqu'un qui est spécialisé là, dans la correction de crédit. Donc, conseil important auprès des agents d'évaluation de crédit, bien, lorsqu'on envoie une demande de rectification ou une demande de correction ou de mise à jour du dossier de crédit, bien, il faut joindre le formulaire 79, qui est le formulaire qui contient la liste des créanciers qui est inclus dans la faillite ou la proposition. Il faut adresser une demande de rectification en vertu de l'article 28 ou 30 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, 2 pièces d'identité recto verso et une preuve d'adresse, soit un compte de service public, Vidéotron, Hydro, Bell, et ainsi de suite. Donc, la période de conservation de données maintenant. Là, il y a des choses importantes à savoir. D'abord, une proposition de consommateur, ça va rester 3 ans après le remboursement intégral de la proposition. Donc, ça, là, c'est programmé dans le système, c'est purgé automatiquement par Equifax et TransUnion. Cependant, les fournisseurs de crédit, eux, ne sont pas purgés, à moins que la cote 7 soit inscrite puis que ça soit la dernière date d'activité corresponde avec la date de libération de la proposition, mais malheureusement, c'est souvent pas comme ça et même si la proposition disparaît, souvent les fournisseurs de crédit vont continuer à être rapportés. Ensuite, une proposition en défaut, c'est-à-dire que le consommateur n'a pas payé son syndic, bien ça va rester 6 ans sur le dossier de crédit.
et les conseils en crédit. Donc ça, c'est les organismes là, chapeautés, soit par l'Institut canadien des banquiers ou ce qu'on appelle du credit counseling là, dans l'Ouest canadien, ou sinon les commerçants de règlement de dette. Ça, c'est des titulaires de permis auprès de l'Office de la protection du consommateur. Eh bien ça va rester 3 ans. Maintenant, au niveau de TransUnion, eh bien, les propositions vont rester 3 ans également, mais les conseils en crédit, eux, vont rester 2 ans. Donc, ça va rester 1 an de moins que chez Equifax. Les interventions supplémentaires. Là, ici, je vous révèle une clé très importante que le consommateur doit faire absolument, c'est-à-dire qu'au 3e anniversaire de sa libération de proposition, il doit sortir son dossier de crédit et s'assurer que, d'une part, la proposition elle est purgée du système et que tous les créanciers qui étaient inclus dans la proposition soient également supprimés. Alors, souvent, les gens ne font pas ça, la proposition disparaît et les comptes R7 restent là. À ce moment-là, il faut faire une demande pour que ces comptes-là soient supprimés parce qu'ils est inclus dans la proposition. Donc, dans un cas de proposition, il y a 2 interventions à faire. La première, au moment de la libération, ce qu'on met à jour le dossier de crédit, on va chercher des nouveaux instruments de crédit et à l'anniversaire du 3 ans, eh bien, là, on va revisiter le dossier de crédit et s'assurer que tout disparaît. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors ça, c'est une étape très importante que les gens omettent de faire. Maintenant, au niveau de l'impact sur le pointage, eh bien, sachez que généralement, lorsque lorsqu'on veut regagner la confiance des créanciers, il y a des étapes importantes à savoir, c'est-à-dire le choix des créanciers. Il y a des créanciers qui vont favoriser le pointage et d'autres qui vont défavoriser. Donc, c'est bien important, le choix des créanciers. Et ça, on l'apprend dans notre cours sur la correction de crédit. Les habitudes de paiement doivent être sans tâche également. Il faut savoir que les algorithmes de pointage, la façon qu'ils fonctionnent, un exemple, là, je vous donne, bon, quelqu'un qui commence son crédit dans la vie, il va chercher une première carte, là, supposons une Visa Desjardins. Alors, l'algorithme, la façon qu'il va fonctionner, si c'est sans dérogatoire, va dire, OK, on part de 6,80 et on ajoute une carte de crédit qui donne un exemple entre 25 et 30 points à l'approbation. Et plus qu'elle va avancer dans le temps, plus que la limite va être élevée, plus qu'elle va donner de points. Donc, si on part 6,80 plus un exemple 40 points, ça va nous mener à 720. Le client va partir avec 720 et avec le temps, avec ses habitudes de paiement, son pointage va monter. Lorsque un client va avoir un dérogatoire sur une faillite de proposition, à ce moment-là, lorsqu'il va faire sa première étape de réhabilitation, donc un premier compte qui va apparaître sur son dossier de crédit, un exemple, on dit une Visa Desjardins, mais le 30 à 40 points qu'il va obtenir va être compté à partir de 600 sur l'algorithme. Donc là, il va obtenir 640 points. Donc, ça vous donne une petite idée à peu près, là. Donc, c'est quand même large, qu'est-ce que je vous donne là, mais c'est des probabilités qu'on est allé mesurer sur un FICO Score Stimulator qui est aux États-Unis, qui nous permet là, d'avoir une idée du fonctionnement de l'algorithme. Donc, bien important, lorsqu'on réhabilite le dossier de crédit, avant de prescrire des instruments, il faut corriger les erreurs, sinon le pointage va rester plus bas. Donc, généralement, un débiteur failli ou libéré d'une proposition qui n'a pas de crédit, qui n'a pas gardé de crédit actif, généralement, ils vont se retrouver entre un pointage entre 550 et 585. Donc, le fait de corriger les erreurs ne fera pas remonter le pointage. C'est l'instrument, le nouveau instrument de crédit, hein, donc un créancier qui a accepté de faire confiance, c'est ça qui va faire remonter le pointage. Ensuite, un débiteur failli libéré ayant remboursé intégralement sa proposition et ayant gardé un compte actif bien remboursé. Donc, par exemple, il a gardé un prêt auto ou une carte de crédit dans sa proposition, eh bien, il va avoir un pointage d'à peu près 615. Si il a été libéré de sa faillite ou de sa proposition et qu'il a un compte actif après sa libération, bien, il va partir autour de 630. Maintenant, si le consommateur il a gardé un compte actif,
avant sa proposition, puis qui a obtenu un nouvel instrument de crédit après sa proposition, bien, il va tourner plus entre 615 et 640. Et rappelez-vous que tout crédit qui est antérieur à la libération ne compte pas comme du crédit rétabli. Du crédit rétabli, c'est du nouveau crédit obtenu après la libération. Ça, c'est bien important. Donc, ensuite, on peut voir un débiteur qui a obtenu deux comptes de crédit actifs bien remboursés depuis 24 mois. Eh bien là, il va tourner plus autour de 6,70. Et ici, on peut voir quelqu'un qui a du crédit rétabli, donc deux comptes de crédit actifs, qui rencontre les standards et qui a plus de 36 mois d'historique de crédit, va tourner plus autour de 6,99. Tant et aussi longtemps que la proposition va apparaître sur le dossier de crédit, il ne dépassera pas le 700. Et là, quand on parle de ça ici, là, on parle du pointage FICO 8 ou pas du Equifax Risk Score parce que lui peut monter plus haut que 700. Donc, on parle du CRP 3.0, on parle du FICO 8, on parle du BNI et de d'autres types de pointages. Donc, sachez que si le client va consulter lui-même son dossier de crédit avec ces actifs-là sur son dossier, eh bien, il va probablement dépasser le 700, mais votre pointage en tant que professionnel, quand vous allez le voir, bien, il va rester en bas de 700. Donc, une fois que la proposition va être disparue, là, le pointage va remonter et va dépasser le 700. Donc ici, on vous donne les nouvelles adresses d'Equifax et TransUnion, c'est la même adresse, mais Equifax, sachez qu'ils ont, la dernière année, ils ont changé d'adresse 3 fois. Ils ne sont plus sur Jean Talon, envoyez plus rien là-bas. Il faut envoyer ça au 1981 avenue McGill College, la suite 700 Montréal-Québec. Donc, toute demande doit être adressée à Equifax à cette adresse. Et du côté de TransUnion, c'est le chemin Harvester à la suite 201 à Burlington, en Ontario. Maintenant, en conclusion, eh bien, pour aller plus loin, euh, sachez qu'on offre du coaching pour les dossiers de crédit. Donc, si vous avez suivi la formation sur les dossiers de crédit, bien, on va charger un frais de 50 seulement pour vous conseiller là, à accompagner un client. Et si vous n'avez pas suivi la formation, vous pouvez quand même avoir recours à nos services. On va vous conseiller. Et là, à ce moment-là, c'est 100 vous pouvez apprendre soit en tant que courtier, en tant que professionnel ou en tant que consommateur. Vous pouvez suivre la formation sur comment corriger les dossiers de crédit, parce qu'ici, on n'a pas tout donné dans le mercredi, évidemment. Cette formation-là, elle est accréditée par le programme de formation continue de l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire. Elle donne 12 UFC. Ça se fait sur 3 avant-midi. Et dans ces 12 UFC-là, il y a 7 UFC pour dirigeants responsables. Donc, c'est une très bonne formation. On est la seule entreprise au Québec qui donne la recette comment corriger un dossier de crédit. Maintenant, si vous désirez démarrer une entreprise de correction de crédit et faire le travail légalement, de bonne foi et correctement, ça peut être relativement intéressant. Et là, à ce moment-là, on peut vous guider là, sur comment obtenir les permis, aller chercher la certification, qu'est-ce qu'il faut faire, comment mettre sur pied tout ce service-là. Eh bien, on peut vous accompagner. Et la formation sur la correction de crédit, eh bien, il y en aura une en mai prochain. Alors, les sujets abordés, d'abord dans le module 1, on va aller voir l'historique, l'esprit du dossier de crédit, l'encadrement de la loi et de la législation applicable, les normes de réhabilitation de l'industrie. Et sachez là que en tant que courtier hypothécaire ou même courtier immobilier, ici, si vous prenez la formation, là, vous pouvez offrir à vos clients un accompagnement. Ça peut être fait sous rémunération ou même sans rémunération. C'est acceptable par l'AMF si c'est dans le but de conclure un prêt hypothécaire. Et c'est un service d'accompagnement. Donc, vous n'avez pas d'obligation de résultat avec le client. Vous allez tout simplement l'accompagner parce que les deux personnes qui peuvent corriger un dossier de crédit ou faire de la contestation, c'est soit un avocat ou le consommateur lui-même. Alors ça, c'est bien important de savoir ça. Et dans la diapositive précédente, lorsque j'ai parlé de si vous désirez partir une entreprise pour faire ça, bien, vous allez avoir besoin d'un avocat également pour faire les corrections. Donc, ça se fait.
Donc, ensuite, pour l'évaluation et le diagnostic du dossier de crédit, intervention à déterminer, action à poser, c'est une erreur, une contestation, une mise à jour, c'est une fraude. Donc, vous allez apprendre tous les secrets, comment accompagner votre client ou même corriger le dossier de crédit. Les incidences sur les pointages, donc on va aller approfondir. On a vu une petite partie là aujourd'hui, mais on va aller vraiment approfondir ça. On va voir également les outils de réhabilitation. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait la mise à jour avec recours en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels. Il y a une procédure particulière à faire. Et ça, là, c'est juste une lettre que vous allez écrire avec un paragraphe particulier qu'on va vous montrer comment écrire et que vous allez ensuite envoyer aux agences de crédit ou aux prêteurs pour mettre à jour le dossier de crédit. Après ça, bien, s'il y a un refus, ça ne fonctionne pas, eh bien, il y a des avocats de la commission qui vont prendre en charge le dossier. C'est là que ça devient avec recours. Donc, c'est quand même assez simple pour un courtier, même immobilier, de pouvoir offrir ce service-là. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir toute la connaissance en arrière, le background de dans quelle mesure comment l'information circule, puis tout ça. C'est ça qui est le plus dur à comprendre. On va voir aussi la négociation de dette, comment obtenir un permis de l'OPC si vous désirez négocier auprès de créanciers. On va voir tout ce qui couvre l'insolvabilité et la correction. On en a vu une partie aujourd'hui, mais on n'a pas tout vu. Les processus de rétrocession, bien, en matière de correction de dossier de crédit, comment on fait ça. La contestation d'informations, la réhabilitation du pointage. C'est quoi les outils qu'on doit prescrire? Quelle carte de crédit, quel prêt, quelle banque? Vous allez tout avoir ça. Et on va faire un tour sommaire sur la loi sur les agents d'évaluation de crédit. Donc, tout ce qui encadre les notes explicatives, lorsqu'on parle de gel de sécurité, lorsqu'on parle de messages d'alerte de fraude, tout ce qui vient avec ça sur le dossier de crédit. Et dans le module 3, vous allez apprendre, là, vous allez, ça, là, c'est mon meilleur cours, ça, là, c'est mon préféré. En fait, vous allez découvrir comment aider des gens qui ont été victimes de fraude ou de vol d'identité sur leur dossier de crédit. Donc, vous allez avoir les éléments à suivre, l'étape, c'est clé en main. Donc, vous suivez le diaporama comme une recette de gâteau et vous allez avoir exactement l'accompagnement pour être capable de corriger le dossier de crédit dans un temps record. Alors, on va couvrir, entre autres, la différence entre la fraude à l'identité et l'usurpation d'identité, l'entrevue avec la victime, l'identification du stratagème, c'est quoi les étapes de correction qui sont à faire, la déclaration solennelle de vol d'identité et les honoraires qui peuvent être couverts par les compagnies d'assurance. Donc, si, par exemple, vous chargez des frais, bien, vos honoraires peuvent être couverts pour ça. Et même souvent, le remplacement du téléphone cellulaire, de l'ordinateur, s'il y a eu intrusion, tout ça, là, c'est couvert par les assureurs et les gens l'ignorent. Donc, restez en ligne. Je vais avoir une belle annonce à vous faire. Lorsque vous participez, là, donc vous suivez le cours, vous allez automatiquement avoir accès à une page Facebook. On est rendu à plus d'une centaine de membres là, qui sont actifs sur cette page-là. Et tout le monde, on s'échange d'informations, on se partage des nouvelles, des trucs de correction. Donc, ça vous permet d'avoir accès à un groupe de gens là, qui font la même chose que vous. Il y en a qui se sous-traitent aussi des dossiers. Et pour revenir aussi sur le module 1, 2 et 3, bien, vous voyez en bas, il y a des UFC pour dirigeants responsables dans le module 2 et le module 3. Et pour le coût de la formation, eh bien, on va même la financer sur 12 mois sans intérêt. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et là, la promotion qu'on lance du printemps à compter d'aujourd'hui, si vous inscrivez pour le cours du 6, 7 et 9 mai ou ceux de juin, par exemple, eh bien, on donne 800 de rabais. Donc, ça porte le coût de la formation à 1095 dollars. Si on parle de financer sur 12 mois, c'est 105 par mois. Donc, tout ça pour 12 UFC. Donc, cette promotion-là est valide jusqu'au 20 juin. Alors, je vous incite à vous inscrire. C'est vraiment une très bonne formation. Ça à ne pas manquer, que vous soyez dans l'automobile, dans le prêt hypothécaire, comme courtier immobilier, ou même comme professionnel, ou même comme consommateur, ça vaut la peine de le suivre. C'est très peu pour tout le contenu de l'information que vous allez avoir. Donc, le prochain mercredi va être le 24 avril. Et là, ce qu'on va parler, c'est le dossier de crédit après la faillite. Donc,
c'est quoi les correctifs à apporter, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va vraiment aller approfondir ce côté-là. Donc, on arrive maintenant à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou les écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, la parole est à vous.